d'abord, je suis très heureux de revenir dans mon université d'origine, où j'ai soutenu ma thèse il y a tout juste 20 ans, malheureusement, moi. Et je voudrais aussi remercier d'abord Florence pour m'avoir demandé de faire ce séminaire et aussi pour m'avoir un petit peu obligé à remettre, disons, les mains dans des questions que j'avais étudiées il y a un certain temps et que j'avais un petit peu laissé de côté depuis. Et puis, bon, je remercie évidemment les organisateurs et les gens qui sont là. Donc, lorsque Florence m'a invité, elle m'avait proposé de discuter un petit peu la question de la morphologie évaluative, donc des procédés que l'on nomme généralement évaluatifs dans les langues. Et du coup, bon, j'ai essayé de faire d'une part un panorama de ce qui se passe dans le langue concernant la morphologie évaluative, et deuxièmement, d'essayer de replacer un petit peu tout ça par rapport à quelques questions, alors pas toutes, parce que je me suis rendu compte que sur certaines, je n'avais pas assez de choses à dire, mais sur certaines, des questions qui sont actuellement débattues en morphologie. Et puis, en discutant avec les organisateurs, je me suis rendu compte que peut-être même le terme même d'évaluatif ne va pas de soi pour tout le monde. Donc, bon. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que la morphologie évaluative, et puis avec quelques exemples. Donc, il est admis que beaucoup de langues, peut-être toutes les langues, possèdent un certain nombre de constructions morphologiques. Alors, je vais utiliser construction ou schéma morphologique de manière un petit peu, disons, interchangeable. Et disons, ce sont les termes consacrés aujourd'hui pour éviter de parler de règles, qui est un terme qui est considéré comme un peu trop rigide par les morphologues actuellement. Sachant que ce que je vais argumenter, c'est aussi que la morphologie évaluative, justement, elle se place en dehors de la morphologie dérivationnelle régulière. Donc, comme je le disais, il existe dans de nombreuses langues des constructions morphologiques qui sont destinées, de façon exclusive ou pas, à l'évaluation. Donc, pour l'instant, j'utilise ce terme dans un sens large. Et puis, on verra qu'est-ce que ça a à voir, enfin, qu'est-ce que ça comporte plus spécifiquement pour la morphologie. Ces constructions entretiennent des relations qui sont assez complexes, d'une part avec la morphologie dérivationnelle que je vais appeler tout le long de ma présentation canonique, et donc la morphologie dérivationnelle qui disons plus utilisée, la morphologie flexionnelle et la syntaxe. Alors, j'ai mis macrosyntaxe parce que je voulais me référer pas uniquement à la syntaxe, mais aussi à la construction du discours, des textes, etc. Il s'agit, selon plusieurs paramètres de construction qui sont donc non canoniques, hein, au sens qu'elles s'opposent à la morphologie, disons, plus typique des langues, et souvent ont été, il manque un T à rond, désolé, souvent ont été considérées comme une morphologie à part, soit un troisième sous-domaine à côté de la morphologie dérivationnelle et de la morphologie flexionnelle, soit comme quelque chose qui est intermédiaire entre les deux, soit comme une morphologie entre guillemets marginale, mineure, etc. Donc, bon, là, je vous ai mis quelques références, peut-être pas très récentes, mais un petit peu, disons, traditionnelles sur le sujet. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc, pour qu'on soit tous d'accord de ce qu'on est en train de parler.
de constructions, donc de mots, qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent être ramenés à la morphologie évaluative. Et bon, ils font aussi partie de quelques-uns des phénomènes dont je vais parler. Donc, les plus typiques, ce sont des mots comme le suffixé en « et », par exemple, en français, ou en « ounet », comme dans « grégounet ». Donc, j'ai appris que vous avez encore des problèmes avec ce genre de pratique ici. Donc, ça, c'est lorsque je n'ai pas spécifié la source de l'exemple, ce sont des exemples que j'ai trouvés sur Internet, ou des préfixes du genre oméga, super, des choses un peu plus récentes comme le suffixe issimo que j'ai étudié plus récemment, dont je vais parler un petit peu à la fin, mais aussi des constructions donc à réduction, comme Valoche par exemple, avec des suffixes spécifiquement utilisés dans ce contexte, le verlan et sans doute, là c'est juste des exemples qui concernent le français, mais plein d'autres phénomènes dans d'autres langues. Donc voilà, ça c'était juste pour que on comprenne un petit peu disons, le champ duquel je vais m'occuper aujourd'hui. Alors, pour caractériser la morphologie dérivationnelle, évaluative, il m'est semblé intéressant de partir de cette double définition, ou plutôt une définition avec deux paramètres auxquels une construction doit répondre, pour pouvoir être considérée comme donc une construction morphologique évaluative. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que je me rends compte que c'est un peu petit. Donc, la première, donc c'est dans un ouvrage récent qui a été édité par Grandi et Corbelius, qui donc fait un peu l'état de la question sur la morphologie évaluative actuellement. Donc, la première définition, c'est qu'une construction, donc elle porte plutôt sur le côté sémantique. Et dit qu'une construction linguistique peut être définie comme évaluative si elle a la fonction d'assigner une valeur différente de celle standard à un concept en se référant au concept lui-même. Donc ça, évidemment, c'est une définition qui peut valoir non seulement pour la morphologie, pour n'importe quelle construction syntaxique, par exemple, qui définit un concept, un objet ou un autre concept comme non standard. Et le côté morphologique, plus formel, est donné par le deuxième critère, donc qui dit qu'une construction évaluative doit inclure au moins l'expression typique de la valeur standard. Donc, en général, si c'est par exemple une construction suffixée, c'est la base de la suffixation, comme dans grève, dans grégounet, par exemple. Et une marque, c'est ce qu'ils appellent une marque évaluative, c'est-à-dire un élément qui est spécifiquement consacré pour exprimer cet écart avec le standard. Donc, dans les cas de tout à l'heure, c'est par exemple les suffixes ou les préfixes, mais ça peut être aussi, alors eux, ils parlent d'une marque ou d'un élément, je dirais moi plutôt une opération. Parce que dans le cas, par exemple, du verlan ou d'autres choses que nous verrons, ce n'est pas, à proprement parler, un élément, mais plutôt voilà, le résultat d'une opération. Ah oui, en fait, j'ai mal ordonné mes diapos. Donc, cette double définition donne, en fait, ouvre la voie à deux manières qui ont été utilisées en général pour essayer de caractériser la morphologie évaluative. Celle que j'appellerais l'approche plutôt onomasiologique, c'est-à-dire qui part du contenu
pour pouvoir délimiter le champ, et celle que j'appellerais plutôt l'approche sémasiologique, donc, enfin, pas que j'appellerais, qui va plutôt sous le nom d'approche sémasiologique, donc qui part plutôt des formes, hein, pour définir qu'est-ce que voilà, comment délimiter le domaine de la morphologie. Alors, ça c'est la diapo que j'avais mal placée. J'aurais dû peut-être la montrer avant, mais bon, c'est juste le plan de ce que je vais présenter. Donc, de définition, nous avons déjà un petit peu parlé. Ensuite, je vais m'intéresser rapidement aux relations et aux échanges entre la morphologie évaluative et la dérivation. Je vais ensuite m'intéresser à la sémantique d'un côté et à la forme, donc le côté phonologique de l'autre. Et je vais terminer en discutant un petit peu plus de notions qui sont assez présentes dans le débat actuel morphologique, celle de réseau, morphologique ou lexicaux, et celle de concurrence. Oui. Avant de rentrer dans le dur, est-ce que je peux poser deux questions? Oui. Que tu nous avais dit. Alors, tu as dit que tu allais l'envisager en relation avec la syntaxe, en particulier la macro-syntaxe, oui. Entre autres, je ne sais pas, donc ça, je n'ai pas bien compris. Oui. Et pour l'approche onomatologique, fonction, en fait, si j'ai bien compris, à partir du moment où ça ajoute une valeur sémantique à la valeur de base, en gros, oui. de la base, je ne suis pas morphologue, alors on peut considérer que effectivement c'est de la morphologie évaluative. Je ne sais pas si vous avez... Alors, je finis juste ma question, mais on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas dire si c'est une évaluation négative ou positive, parce que dans le cas de Clochette, Clochette, tu ne l'as pas donné, si tu l'as donné, si. Grippette, etc. Tout ça, tu vois, si tu as du positif ou du négatif. Ça dépend des mots, en fait. Oui, alors, ça, disons, sur la relation entre la base et la construction, je ne vais pas trop en parler. Mais par contre, je vais parler effectivement de la question négative-positive. Donc, je te demande d'attendre juste quelques secondes sur ça, sur le fait de quel type d'évaluation sommes-nous en train de parler. Et plus généralement, il ne suffit pas qu'il y ait un sens ou que la construction rajoute un sens au sens de la base, parce que ça, c'est le propre de toute dérivation. Mais en fait, ce que la définition en question affirme, c'est qu'il faut qu'il y ait une caractérisation du concept désigné par la base. Donc, bon, dans beaucoup de cas, il s'agit d'un objet, effectivement, mais ça peut être des fois un événement, ça peut être une qualité, etc. Donc, une caractérisation de ce concept, de cette notion, comme étant non standard, comme étant en dessous, en dessus, ou comportant un certain décalage par rapport à quelque chose qui est perçu comme la norme, donc socialement perçu comme... Donc, une grippette, c'est une grippe qui ne possède pas toutes les caractéristiques d'une grippe. Parce que les moins graves, parce que... Voilà. Donc, bon, ce que je vais aussi montrer, c'est que c'est une question de appartenir plus ou moins à la classe des évaluatifs. Donc, vous allez certainement trouver des exemples dans lesquels le suffixe fait plus que juste caractériser un concept comme étant non standard, mais disons que prototypiquement, on peut considérer que c'est ça que fait la morphologie évaluative. Pour ceux qui étaient de la syntaxe, je vais aussi en parler un petit peu plus loin. Et ce que je voulais dire, c'est juste que les relations que la morphologie évaluative entretient avec la syntaxe sont d'ordre assez différent de celles qu'entretient la morphologie dérivationnelle, dans la mesure où, en fait, la morphologie évaluative, tout en restant de la morphologie, peut avoir une portée qui est plus large que le simple référent du mot, par exemple, peut avoir une portée sur une phrase entière, voire sur l'arc de langage lui-même. On verra des exemples. Oui. Donc,
À partir de ces deux définitions, il y a deux grandes directions, compris les travaux qui se sont intéressés à la morphologie évaluative. Donc, comme je l'ai dit, une approche onomasiologique qui prend plutôt les choses du point de vue du contenu, donc du sens, et qui a essayé de caractériser le spectre de valeurs ou de sens, au sens assez générique, exprimé par la morphologie évaluative. Et en fait, bon, des fois, quand on lit les articles, il y a des listes de 15 valeurs différentes, mais on a quand même essayé de les regrouper pour donner quelque chose qui soit de l'ordre plus ou moins de l'universel. Hein. Et effectivement, plusieurs auteurs qui se sont intéressés à la question ont essayé de caractériser la chose en termes comme le croisement de deux propriétés. Donc, le fait d'être positif ou négatif, comme on disait tout à l'heure, donc évaluation positive ou négative, et le fait de donner des évaluations de l'ordre qui est plus du descriptif, hein, donc par exemple les dimensions, donc un suffixe diminutif typique rentrerait là-dedans, clochette rentrerait dans la case small par exemple, ce qui est descriptif, et pôle négatif au sens que ça définit, ça désigne une cloche qui est plus petite que ce qui est attendu selon la norme. Et le côté qualitatif, donc, qui se décline lui aussi en positif et négatif, donc où on a évidemment l'évaluation appréciative et l'évaluation péjorative. Bon, il a été aussi observé que ce n'est pas évidemment toujours systématique, mais qu'il y a une certaine corrélation, par exemple, entre les constructions qui permettent de désigner le pôle positif du point de vue descriptif et celles qui peuvent désigner le pôle positif du point de vue qualitatif, etc. Bon, après, on verra qu'on peut aussi caractériser un peu mieux ces quatre points qui définissent donc l'espace sémantique de l'évaluation. Et voilà, le deuxième point, c'est que elles ont en commun, ces constructions, de remplir souvent des fonctions qui sont plutôt de l'ordre stylistique ou pragmatique, et pas nécessairement de servir à la construction de mots ou de lexèmes qui servent à nommer de nouveaux concepts, par exemple. Ça, c'est aussi un point duquel nous discutons. Donc ça, c'est, disons, un résumé de ce qu'ont fait les auteurs, dont moi, dans des articles que j'ai pu publier il y a quelques années, donc en essayant de prendre les choses par le biais du contenu. Par le biais de la forme, et c'est plutôt, je dirais, ce qui avait été fait dans les premiers travaux que j'ai mentionnés tout à l'heure, à partir donc, du renouveau un petit peu qu'il y a eu de la morphologie dans les années 80, qui s'intéressait beaucoup aux relations formelles entre les éléments, aux contraintes formelles qui pesaient sur les règles dérivationnelles, etc. Donc, ils ont adopté plutôt une approche qui consistait à regarder ce que font les constructions que l'on peut rassembler sous l'étiquette évaluative du point de vue formel. Et quand je parle de formel, je ne veux pas dire forcément uniquement du point de vue phonologique, hein, mais ça peut être aussi, par exemple, pour ceux qui concernent les relations catégorielles que l'évaluation met en place, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'il existe des constructions qui sont, même des types de constructions qui sont exclusivement réservées à la morphologie évaluative. Hein. En français, je dirais, par exemple, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, des réductions avec un suffixe supplémentaire comme hoche dans valoche,
ou le verlan, je dirais qu'ils sont exclusivement réservés à la morphologie évaluative. Et je ne connais aucune langue, par exemple, qui construise des dérivés, entre guillemets, canoniques, par réduction, par exemple, ou en intervertissant les syllabes d'un thème, d'un mot. Il existe aussi des exposants qui sont des fois exclusivement, des fois majoritairement, des fois au moins à l'origine réservés à la morphologie évaluative. F, par exemple, est un exemple. Et plus en général, il est observé qu'il s'agit, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà un petit peu de dérivations non canoniques. Le terme de canonique, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, il est inspiré surtout aux travaux de Corbett, qui a essayé de définir que fait un procédé de la morphologie, d'une part flexionnelle et d'autre part dérivationnelle de façon typique, donc, ou canonique, comme il dit. Donc, par exemple, parmi les propriétés non canoniques, c'est le fait que, en général, ces procédés sont neutres du point de vue catégoriel, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas la catégorie des bases auxquelles ils s'appliquent, ni les traits. Par exemple, un nom humain reste un nom humain, un nom abstrait reste un nom abstrait, etc. Et alors, il n'y a pas de modification, je l'ai mis entre guillemets, et je suis content de l'avoir fait, parce qu'il y a des sémanticiens dans la salle, donc j'ai au moins pris cette précaution. En fait, c'est lui qui parle de modification prédicative au sens où il dit la dérivation canonique rajoute un prédicat au sens de la base. Voilà, bon, de ça, éventuellement, on pourra en discuter. Quand tu parles d'exposants, je crois que c'est un autre qui parle d'affixe. D'accord, pourquoi? D'accord, ok. Bon, je vais parler de l'affixe. Ok. Alors, donc, ces deux approches, elles ont voilà, elles permettent en tout cas d'avoir une vision un peu globale de la morphologie évaluative. Et disons, souvent, elle est vue en termes de prototypicité, donc pas une question de on appartient ou on n'appartient pas à la classe des évaluatifs, que ce soit pour des mots individuellement ou pour des constructions plus en général, mais plutôt une question de on y appartient plus ou moins, on est plus ou moins prototypiquement un évaluatif ou pas. Il a été observé aussi que les frontières avec la dérivation canonique, d'une part, sont floues. Des fois, il peut y avoir des choses qui nous paraissent du ressort de la dérivation canonique, et puis en fait, on se rend compte que rentre dans la définition de l'évaluation, et vice-versa. Et en fait, ce que je vais, un petit peu sur quoi je vais argumenter, c'est que ce sont, et ça c'est plutôt ma caractérisation et le point que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est que ce sont des constructions qui formellement exploitent le potentiel dérivationnel des langues, le potentiel morphologique des langues, donc le fait que dans les langues il existe une morphologie, notamment une morphologie évaluative, mais qui en fait ne servent pas à faire de la chose que font normalement les constructions morphologiques dérivationnelles. En premier lieu, elles ne servent pas à construire des lexèmes au sens où on l'entend dans la morphologie dérivationnelle canonique. Et donc, que c'est cette tension entre le fait d'exploiter la morphologie dans quelque chose qui a un certain mode de fonctionnement et une certaine fonction dans la langue pour faire autre chose. Et c'est de cette tension qui proviennent à la fois ces propriétés non canoniques, donc le fait que ce n'est pas, ou que ça a été considéré comme pas de la vraie morphologie, disons, et aussi ces frontières qui sont floues. Alors, juste, j'ai donné quelques exemples de qu'est-ce que j'entends par frontières floues, notamment en prenant des cas évaluatifs qui deviennent des
des constructions dérivationnelles. Donc, j'ai fait l'exemple tout à l'heure de qu'est-ce que c'était, Clochette et Grippette, enfin Grippette, c'est Anne qui me l'a suggéré, où là, effectivement, on peut considérer que c'est de la vraie morphologie évaluative, au sens où on utilise donc, un affixe, c'est-à-dire un exposant, une construction, pour caractériser le référent de ces deux mots comme étant non standard, non entièrement conforme à ce qui est rendu pour respectivement une cloche et une grippe. Mais il existe aussi des constructions et. Il y a eu pas mal de travaux sur la notification et à partir de la thèse de Georgette Dahl et ensuite de plusieurs travaux de Fradin et collègues. Donc, il y a aussi des constructions en et qui, en fait, font plus que juste caractériser les référents en question comme non standards, et notamment fait quelque chose que fait la morphologie dérivationnelle d'habitude, construire des noms à partir de verbes, par exemple, et construire des noms d'instruments à partir de verbes, c'est-à-dire construire des noms qui réfèrent à un participant à l'événement désigné par le verbe. Donc ça, c'est le cas de Poussette et Moulinette, par exemple. Ou alors désigner un événement en soi, mais en tout cas faire plus que juste prendre un mot et le définir comme non standard. À minima, là, il se passe qu'un verbe devient un nom. Et bon, évidemment, tous ces mots-là gardent aussi un petit peu de la sémantique qui est rattachée aux évaluatifs, en tout cas à l'origine. Par exemple, dans le cas de Poussette, Moulinette, il y a au moins l'idée de maniabilité, petitesse, éventuellement, etc. Donc, de l'évaluation sur l'axe de la dimension. Et peut-être que dans Cosette, Trompette, on peut aussi y voir le sens de pas important ou voilà, donc peut-être évaluation qualitative ou dimensionnelle. Et un autre exemple que j'ai pris, ce sont, alors j'ai pris plusieurs exemples à l'italien, je m'en excuse, si vous ne connaissez pas ou si vous n'aimez pas cette langue. Donc, et à l'italien, il y a donc le suffixe i, donc qui est le diminutif entre guillemets typique, qui est utilisé également pour construire souvent des noms à partir de verbes, comme dans spazzino, qui veut dire donc éboueur, ou dans bianchino, qui veut dire peintre, mais des fois sur des noms, comme postino, par exemple, croce rossina. Ce mot italien. Et en fait, là aussi, ça fait quelque chose en plus, et notamment, ça sert à construire des noms d'humains à partir de la caractérisation de leur activité principale, enfin, en tout cas, vu du point de vue de l'activité qu'ils exercent, et ça, c'est quelque chose qui est normalement très courant J'ai une petite question. Est-ce que le maître nageur, si je me souviens bien, c'est le bagni, non? Oui. Est-ce que c'est pas exactement ça, en fait, c'est ça? Parce que Ben, ça vient de quoi? De bagnare ou de bagno? Ben, je pense que ça vient de bagno. Après, bon, je n'ai pas fait une analyse étymologique, évidemment. Mais postino, c'est pareil, ça vient de poste. Poste au sens la poste. En fait, postino, c'est le facteur. Facteur qui est ouvrier. Et ceux-là, effectivement, ils sont dérivés de nom. Mais bon, disons que, voilà, il y a en tout cas le fait de construire des noms d'humains à partir sur la base de l'activité qu'ils exercent. Et ça, c'est quelque chose normalement que fait la morphologie dérivationnelle canonique, par exemple à travers un suffixe ou liste comme ça. Et alors, effectivement, spazzino et bianchino, ce sont des mots qui ne sont plus très usagés. Enfin, c'est plutôt des termes voilà, considérés comme pas très valorisants, mais postino,
il n'y a plus aucune évaluation d'aucun type, il me semble, selon mon intuition derrière. Tous les ISO, là, ils ont perdu leur valeur évaluative. Ouais, justement, c'est ce que j'essaie de dire. Ce n'est pas clair du tout. Moi, je pense que Spazzino et Bianchi, ils l'ont un petit peu gardé, mais c'est des termes qui ne sont plus très valorisants. Ils sont considérés comme... Vous n'allez pas trouver, par exemple... Normalement, c'était des métiers qui étaient appelés comme ça, voilà, plutôt manuels, pas très valorisés. Il n'y a pas de bon avocat, par exemple. Même dans la santé, faculté aussi, c'est juste l'infirmière. Donc, au départ, je pense que c'était plutôt ça, effectivement, à la base. Mais bon, c'est devenu presque un suffixe, j'ai l'impression, au moins pour certains de ces mots-là. Change pas spécialement de connotation. Sachant que ce suffixe, il est aussi homophone à un suffixe in en italien qui n'a pas vraiment de connotation évaluative d'aucun type, qui est celui qui construit des noms comme par exemple maroquine ou Tunisie. Avec le fixe, tu construis et le nom de profession et une évaluation un peu négative de cette profession. Oui, je pense. Enfin, ou donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est négatif, mais bon, pas très valorisant. Et donc, avec S dans poussette, tu construis et le nom d'objet oui. Et le caractère, l'évaluation, elle tend sur l'idée que c'est maniable. Oui, je pense. Alors, peut-être qu'il y a aussi le côté, ça concerne les enfants. C'est subtil. Hein. J'ai d'autres choses, d'autres exemples que j'ai pris. Alors voilà, ceux-là ils sont en italien, je suis désolé et je ne les ai pas traduits parce qu'ils étaient, les ai pas traduits parce qu'ils étaient un peu longs. Mais ce sont des exemples. Alors je vais peut-être commenter au moins les mots à eux-mêmes, qui d'un autre type, donc plutôt de passage de la morphologie dérivationnelle canonique, de construction morphologique canonique à de la morphologie évaluative. Par exemple, c'est le cas du suffixe oïde, donc comme oïde en français, et je pense qu'on pourrait prendre des exemples également en français, qui, voilà, il y a une collègue, Sylvia Micheli, qui a beaucoup travaillé sur ce passage de la morphologie plus traditionnelle à la morphologie évaluative. Donc, elle a un exemple comme ça, inglésoïde, c'est-à-dire une terminologie, des termes vaguement anglais, plus ou moins anglais. Donc là, c'est plutôt, voilà, pas anglais au sens standard, mais presque anglais. Moi-même, j'avais trouvé des exemples dans ma thèse, par exemple de vice, comme le préfixe qui indique l'adjoint de quelqu'un, utilisé un petit peu dans ce sens-là. La Vice Las Vegas, c'est une ville qui est comme Las Vegas, mais pas tout à fait comme Las Vegas. Et alors, un troisième exemple qui me semble plutôt intéressant, donc, est celui du suffixe qu'il y a dans les mots théoriqueggianti. Donc, théoriqueggianti serait quelque chose comme théoricisant, peut-être, ou théorisant. Et ce qui me paraît intéressant, c'est d'une part que ça utilise un suffixe dérivationnel, donc le suffixe eggia, eggiare, qui est un suffixe qui dérive des verbes à partir de noms d'adjectifs en général, mais en fait que cette construction elle est réservée au participe présent de ces verbes. Et qui est déjà en elle-même une forme qui n'est pas très utilisée en italien. Donc, ça montre aussi une interaction assez particulière entre l'évaluation et la morphologie flexionnelle, me semble-t-il. Alors, là, justement, je vais essayer de caractériser qu'est-ce qu'une construction morphologique dérivationnelle canonique pour moi, et en quoi la
morphologie évaluative s'en détache. Donc, une opération morphologique dérivationnelle est d'abord quelque chose qui réalise simultanément une opération sur les 3 plans qui constituent un LXM. Donc, ça, c'est une caractérisation, je pense que tous les morphologues, à laquelle tous les morphologues adhéreraient. Donc, elle opère simultanément sur le plan formel, par exemple via la jonction d'un affixe, ou un autre type d'opération, sur le plan syntaxique, donc en mettant en relation 2 catégories, et sur le plan sémantique. En deuxième lieu, elle construit des lexèmes qui sont destinés à être stockés dans le lexique et qui, une fois qu'ils sont lexicalisés, pour ainsi dire, vivent leur vie, c'est-à-dire qu'ils peuvent se détacher, perdre en transparence, se détacher de la construction originaire, acquérir des sens idiosyncrasiques, etc. Elle construit des lexèmes qui sont globalement plus complexes que leur base, hein, et par plus complexe, j'entends par exemple qu'ils ont plus de propriétés prédictibles que celles de la base. En général, par exemple, les verbes dérivés par la morphologie des références sont tous réguliers, alors qu'il y a des verbes irréguliers. Vous savez bien. Quatrième propriété, elle sert à placer un lexème dans un réseau lexical, et notamment à l'intersection entre une famille dérivationnelle, c'est-à-dire l'ensemble des lexèmes construits à partir de la même base, et d'une série dérivationnelle, c'est-à-dire l'ensemble des lexèmes, des mots qui sont construits au moyen de la même construction. Donc, on peut voir le lexique comme une espèce de réseau, hein, et ce que fait la morphologie dérivationnelle, c'est de cliquer une case dans ce réseau et dire ben, je vais construire un mot qui va remplir cette case. Une construction morphologique dérivationnelle est éventuellement en distribution complémentaire, voire en concurrence avec d'autres schémas dérivationnels. Et donc, ces 2 points, je vais en parler un petit peu à la fin. Et ça, j'en parlerai pas, mais je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à voir là-dedans aussi. Possède un degré de productivité qui peut être mesuré, donc qui est défini comme le nombre de bases potentielles auxquelles une construction peut s'appliquer. Alors, bon, là, j'ai mis juste quelques exemples. Je ne vais peut-être pas commenter, ce sont des choses pour exemplifier un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai pris l'exemple du nom vendeur, par exemple. Donc, du point de vue de la construction, le nom vendeur rajoute quelque chose du point de vue de la forme au thème du verbe, construit un nom à partir d'un verbe et désigne, voilà, comme dans le cas de postine, etc., désigne l'humain, construit un nom d'humain qui est caractérisé au moyen de l'activité qu'il exerce. Le nom vendeur, une fois qu'il est rentré dans le lexique, il a acquis des sens qui ne sont pas tout à fait ceux-là. Par exemple, lorsqu'il est utilisé comme adjectif dans un syntaxe comme un argument vendeur, permet de placer ce lexème peut être placé dans un réseau dans lequel il y a le nom vendre, le verbe vendre, mais aussi l'adjectif vendable, et qui est parallèle, superposable à d'autres réseaux, donc comme celui construit à partir du verbe livré, et montre aussi la concurrence entre le suffixe heure et d'autres suffixes dans la construction également de noms qui désignent donc des humains au moyen de l'activité qu'ils exercent. Donc ça, c'était juste pour caractériser un petit peu ce que on peut dire, me semble, fait la morphologie dérivationnelle. Et je vais essayer de voir en quoi l'évaluation s'en détache. Bon, je vais peut-être sauter cette diapo parce qu'elle est un petit peu redondante avec celle que j'ai montrée tout à l'heure. Je vais reprendre du coup sur le plan sémantique, un petit peu plus dans le détail, et puis on verra sur le plan formel. Donc, sur le plan sémantique, on a vu, il y a 2 fois 2 pôles, un pôle plutôt d'évaluation positive, un pôle plutôt d'évaluation négative, et 2 pôles qui sont plutôt de l'ordre descriptif et de l'ordre du qualitatif.
Et là, j'ai mis dedans des sens un peu plus spécifiques qui sont généralement associés à la morphologie évaluative, donc en essayant de les mettre en parallèle. Donc, sur le positif, sur le descriptif, ça peut être augmentation donc de taille, par exemple, des augmentatifs, et du point de vue qualitatif, ça peut être de l'amélioration. Il peut y avoir aussi un sens de excès versus insuffisance. Et du point de vue qualitatif, il peut y avoir un sens de authenticité versus approximation. Ce sont les exemples que j'ai montrés tout à l'heure avec Nietzsche ou Freud, etc. Et bon, j'ai rajouté variation d'âge parce que souvent, ils sont aussi utilisés. Certains même disent que c'est l'origine de toutes les constructions évaluatives, ou en tout cas le prototype, pour désigner, par exemple, des petits, des animaux, des fois même les femelles. Bon, ça, je l'ai déjà montré. Donc, une autre caractérisation qui a été donnée, notamment par Fradin et quelques collègues dans des travaux qu'il a fait, prend deux autres disons, points de repère qui, en s'inspirant de Melchuk, en fait, il appelle le pôle référent, c'est-à-dire, dans ces termes, le participant au fait d'arrêt, il dit, moi, je mettrais le participant à un prédicat, voire des fois le prédicat lui-même. Et ce qu'il appelle un pôle locuteur, c'est-à-dire l'acte de parole, ce qu'il appelle le fait langagier, ou le participant à l'acte de parole, donc l'un des deux interlocuteurs, notamment souvent le locuteur lui-même. Et ça permet aussi, à mon avis, de définir une échelle des différents emplois que peuvent recevoir les constructions évaluatives. Donc, celles qui se réfèrent aux participants d'une prédication, on verra des exemples, sont celles sans doute qui sont les plus proches de la dérivation canonique. Et puis, il y en a certaines dont la portée est plus sur l'acte de parole lui-même, voire sur un des participants à l'acte de parole, hein, qui sont celles qui sont plus, à mon avis, justement, qui s'écartent le plus de la dérivation canonique. Alors, j'ai essayé là de remplir donc, un tableau dans lequel j'ai essayé de mettre donc, des exemples qui relèvent donc, du pôle référent ou du pôle locuteur. Bon, on pourra peut-être discuter de chaque exemple, je ne vais pas les commenter tous parce que ça va prendre trop de temps. Et donc, où l'évaluation, c'est-à-dire le fait de définir, pardon, je me suis déplacé, il y a eu un problème de caméra. Désolé. Sans problème. Donc, désigner comme non standard soit le participant à un événement, soit le prédicat à l'événement lui-même, soit les participants à un acte de parole, soit l'acte de parole lui-même. Donc, bon, par exemple, je dirais que clochette ou réformette sont plutôt des mots qui permettent de désigner voilà, des objets, donc typiquement des choses qui participent à des prédications, mais des choses comme surcroissance ou en italien canticchiare, donc chanter avec un suffixe diminutif aussi. Là, c'est plutôt l'acte lui-même, l'événement lui-même qui est caractérisé comme étant mon standard. Et il y a des exemples dans des langues qui sont un peu plus riches que le français, d'autres langues romanes en morphologie dérivationnelle, comme par exemple « dame un pedacito de pan ». Ça, c'est un exemple que j'ai pris d'un article de Dressler, ou même dans le livre de Dressler et Merlini Barbaresi sur la pragmatique de la morphologie évaluative. Donc là, c'est « donne-moi un petit morceau de pain ». Ça veut dire, et en fait là, il me semble de pouvoir dire que l'évaluation, elle porte donc morphologiquement sur l'objet, mais en fait, elle porte sur voilà, donner une caractérisation plus en général de l'acte linguistique, hein, de l'acte de parole. Et la même chose, en italien, on peut dire à quelqu'un stai fermino, donc ne bouge pas. Fermo, c'est arrêter, donc ne bouge pas trop. Ou stai zittino, reste silencieux avec un diminutif aussi.
Et pareil, là, c'est plutôt une manière de rendre un peu moins forte la portée de ces ordres. Hein. Donc, il me semble que ça porte vraiment la caractérisation comme non standard, ça porte plutôt sur l'acte de parole lui-même. Donc, c'est en ça que je parlais de relation complexe avec la syntaxe et la macrosyntaxe. Donc, du point de vue du contenu, pour résumer un petit peu sur la sémantique, je dirais que la morphologie évaluative sert à caractériser un concept comme étant un membre non standard de la catégorie désignée par la base, de la classe désignée par la base. Ça peut concerner soit des propriétés objectives, objectivables, ou la relation que le locuteur entretient avec le concept en question. Donc, le pôle locuteur, c'est plutôt ça. Et c'est, par exemple, des cas comme poussette en tant qu'objet maniable pour le locuteur lui-même, jusqu'à la relation du locuteur avec l'acte de langage lui-même. Donc, je dirais que la morphologie évaluative, de ce point de vue, construit bien des mots, mais pas forcément de lexème, si nous considérons qu'un lexème est une entité qui est destinée à être mémorisée dans le lexique et qui a une fonction de dénomination, c'est-à-dire de nommer un concept qui est principalement un concept qui n'a pas déjà une dénomination dans la langue. Je vais maintenant regarder un petit peu rapidement le plan plus formel. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il existe des types de constructions qui, à ma connaissance, sont plutôt réservés à la morphologie évaluative, alors soit dans des langues données, hein, par exemple la réduction avec suffixation, comme dans Baloche, etc. En français, elle est réservée à la morphologie évaluative, soit au niveau interlinguistique. Par exemple, je dirais que la morphologie soustractive, les apocopes, abréviations, réductions, etc., c'est plutôt, dans la grande majorité des cas, utilisé pour la morphologie évaluative. Mais aussi tout ce qui est hypochoristique, on va voir des exemples tout de suite après, que j'appelle morphologie gabaritique au sens où ça contraint la forme d'un mot dans un gabarit, dans une structure phonologique donnée. Mais également des choses comme ce qu'on appelle les eco-words ou duplication expressive, donc des choses par exemple comme ces exemples-là en anglais, ou c'est quoi, persan. Donc, où on reprend un mot en changeant juste un phonème, notamment le début, par exemple. Ça, c'est un type de construction qui est assez, je ne sais pas s'il est assez utilisé, mais en tout cas, il y a pas mal de littérature dessus. Et on peut rajouter le verlan aussi, je dirais que je ne connais pas de langue qui l'utilise pour des raisons autres que la morphologie évaluative. Donc, du point de vue formel, la morphologie évaluative peut violer, plus que ne font les procédés canoniques, je dirais, une partie des contraintes qui pèsent sur la forme. Par exemple, la fidélité entre la base, donc la fidélité phonologique conçue comme le fait d'avoir le plus de matériel de la base dans un dérivé, est plus violée dans des mots comme Valoche ou Piscaï que dans des dérivés canoniques. Par exemple, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, etc. Ça veut dire quoi, Piscaï et Escargas? Alors, Piscaï, c'est la piscine, je crois. Enfin, je croyais que ces mots étaient tout à fait connus par tout le monde. Piscaï, non, c'est plutôt pistache. Pistache, oui. Ben, je ne sais pas, je les ai pris dans des articles de morphologues qui ont travaillé sur ça. Bon, il y a Poiscaille aussi pour le poisson. Poiscaille, oui. Et escargot, je pense que c'est un dépréciatif de escargot. Ça, je l'ai pris dans un article de Stéphanie Lignon. Bon, ils ont dû trouver des exemples. Ça fait Marseillais, Escargas. Ah, peut-être, je ne sais pas. Elle est de Narbonne, on va dire. Oui, pareil, non, c'est le sud-est. Mais je pense qu'elle a dû travailler à partir de corpus. Enfin, en tout cas. Bon, j'aurais dû mettre Poiscaille, mais bon. Poiscaille, c'est. Ouais. La Poiscaille. Alors, moi, je vois Escargas.
machine utilisée en filature de laine cardée pour ouvrir les déchets de laine. Bon, alors, je sais pas le bon. C'est pas bon. Ben, je sais pas, enfin, je l'ai pris dans un article. Bon, je lui demanderai. Bon, bref, dans tous les cas, voilà, ce sont des. Bon, en tout cas, tout le monde valide Valoche, je pense. Alors, Valoche, dans quel sens? Valise. D'accord, parce qu'il y a un autre sens, mais peut-être c'est Valérie, par exemple. C'est le surnom de Valérie Pécresse, Valoche, parce que ça fait la bourgeoise de 78 qui se donne un petit surnom cool, histoire de faire un peu moins coincé. Et c'est devenu son surnom. Enfin, dans les deux cas, ça ne change pas mon propos, c'est-à-dire que ce soit pour désigner. Alors, peut-être, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres surnoms en Hoche en français. Je sais Est-ce pas. qu'il y a d'autres surnoms Hoche? C'est vrai que Valoche, oui, Hoche, ça sert à construire des hypocoristiques, des surnoms. Oui, enfin, ou en tout cas, ça sert à construire des variantes C'est assez stylistiquement. tandis que, on remarque dans la valise aussi, ça fait En hébreu, tu as ça aussi. En hébreu, c'est pour diminutif. Ouche. Si tu ajoutes le pronom ouche, ça fait diminutif. Oui, il y a aussi des questions de ça, je n'en ai pas parlé parce que c'est un terrain que je ne maîtrise pas bien, mais qu'il y a souvent des phonèmes qui reviennent dans des diminutifs, par exemple. Pardon? L'exemple en anglais, ça veut dire quoi? C'est péjoratif, mais c'est très peu utilisé. Oui, c'est ça. Ouais, C'est breakfast, breakfast. Mon Petit déjeuner. ouais, oui, c'est des trucs comme ça, non? Enfin, voilà. Utilisé dans la communauté juive. Oui, je pense que dans les articles, en fait, il y a beaucoup. C'est juste, ça sonne comme breakfast, mais ça commence par chemin. Franchement, c'est de l'éjecter. Alors, je vais revenir juste une seconde en arrière. Je crois qu'en effet, il y a beaucoup d'articles qui. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça, surtout d'un point de vue phonologique, parce que voilà, sur quelles consonnes sont remplacées, etc. Mais effectivement, ils disent que ça a une base, que c'est influencé par le yiddish, de ce que j'ai lu. Et effectivement, je pense que la valeur, c'est plutôt, oui, vaguement péjorative. Il y a par contre ça je l'ai entendu utiliser pour de vrai, cette construction-là, donc on remplace l'initiale par un F, et ça je pense que c'est quelque chose d'aréal, assez répandu à partir de la Turquie jusqu'à l'Iran, mais même dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Et ça, par des gens qui parlaient russe, je l'ai entendu utiliser souvent. Et ça veut dire plutôt, voilà. Alors, je pense que Ketab, c'est livre. Ça veut dire des livres et des choses pareilles. Enfin, je ne sais pas si tu l'as jamais entendu. Justement, oui, non, je savais jamais. Et je l'ai entendu beaucoup utilisé par des gens qui venaient de l'Ouzbékistan, C'est ça. ce pays-là. Voilà, bon, donc, que ce soit Valérie ou la valise, ça ne change pas mon propos, c'est-à-dire que la fidélité base dérivée n'est pas respectée de la même manière que si j'utilise un suffixe canonique. Alors, un autre principe une autre contrainte qui est violée, c'est celle que j'appelle la stabilité de l'exposant. Et c'est-à-dire le fait que, donc, de l'affixe, c'est-à-dire que dans une dérivation canonique, on s'attend que l'affixe est toujours la même forme, c'est même une des définitions d'affixe. Et voilà, dans un travail que j'ai fait il y a assez longtemps sur les hypocoristiques en russe, donc j'avais vu, et pas uniquement moi, mais bon, moi j'avais recueilli des exemples. Donc il y a des hypocoristiques qui sont construits par réduction plus suffixation, donc de suffixes qui ont la forme nia, cha, kha, etc. Et en fait, ces suffixes-là prennent toujours une voyelle
souvent la voyelle tonique, mais pas obligatoirement, qui est dans le nom de base. Donc, par exemple, pour Evgeny, la voyelle c'est E, pour Daria c'est A, etc. Par contre, ces hypocoristiques-là, ou même des prénoms entiers, peuvent être suffixés par des suffixes qui sont presque homophones de ceux-là, mais qui, eux, prennent systématiquement la voyelle OU. Donc là, c'est celle que j'appelle la stabilité de l'export, c'est-à-dire le suffixe hypocoristique, on peut dire c'est ounia, oucha, etc. Mais s'il est utilisé en même temps que la réduction du prénom, il prend la voyelle. Une des voyelles, notamment souvent la voyelle tonique de la base. Deuxième exemple que je vais prendre pour montrer en quoi ça peut violer la contrainte de stabilité de l'exposant, c'est le suffixe issimo en français, sur lequel j'ai fait aussi l'article plus récemment que l'autre, et que j'ai comparé un petit peu avec le suffixe issim, que avait déjà étudié Pléna, par exemple, dans son article de 2002, et je pense à quelques autres reprises. Donc, juste pour situer la question, issim, donc c'est un suffixe qui est d'origine italienne, mais assez ancien. Je pense qu'il a dû arriver en français au XVIIIe siècle. Issimo, j'ai fait quelques recherches. Les premiers, c'était dans les années 60. Et je pense qu'ils ont été utilisés en français à la suite des mots du jargon musical, etc. Et donc, à partir d'exemples comme ça, j'avais essayé de caractériser que fait Issimo du point de vue phonologique. Et en fait, en le comparant donc, avec Issim, Issim, ça c'est la caractérisation un peu en bref, un peu résumée que lui avait donné Pléna. Alors, Pléna dit c'est un suffixe mi-savant au sens où des fois il entraîne des allomorphies qui sont propres de la morphologie plutôt savante, donc qui utilisent des bases latines, comme dans universalissime, par exemple, où le thème c'est universal et pas universel, et qui est généralement concaténé à la base, modulo quelques modifications, par exemple, s'il y a deux sifflantes qui se rencontrent, celle de la base effacée, etc. Et donc, à partir des données de Pléna, j'avais calculé qu'il y avait à peu près un quart des bases qui étaient utilisées qui pouvaient subir ces modifications-là, et de celles-ci, uniquement 28% qui étaient modifiées. Dans les données que j'ai prises sur Issimo, il y a souvent des réductions de base, et il y a un amalgame entre le matériel segmental de la base et du suffixe. Donc, dans les exemples que j'ai là, il y a par exemple, la voyelle, par exemple, qui apparaît avant Simon, est c'est une voyelle qui apparaît aussi dans la base. Il y a aussi une amalgame plus large, par exemple, dans Narcissimo. Je ne sais plus, c'est souvent des noms de marques, d'enseignes, etc. Donc là, la base, je pense, est narcissique. Et là, j'avais observé que presque la moitié des bases qui étaient utilisées étaient modifiables, donc pouvaient subir une de ces modifications, et elles étaient quasiment toutes modifiées. Donc, j'en avais conclu que Issimo, à la différence de Issim, qui s'attache quasi exclusivement à des adjectifs pour faire un superlatif, n'opère pas de sélection catégorielle ou sémantique sur ces bases. Et en fait, le but, c'est plutôt de faire un nom de produit ou d'enseigne qui soit intéressant et accrocheur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas utiliser la morphologie derrière. Et du coup, j'en avais conclu que la sélection de base se fait plutôt selon leur compatibilité avec le fait de pouvoir les réduire ou de les amalgamer avec le suffixe. Ce qui fait effectivement que, du point de vue de la forme, que le suffixe A, elle apparaît comme moins stable que celle du suffixe issim, qui est de ce point de vue donc plus proche des suffixes canoniques. Donc, et je
chemine vers la conclusion. Enfin, je ne sais pas quand j'ai pas fait On a- une heure. Il est 11h21, on a encore du temps. Donc, on peut dire que du point de vue phonologique, les contraintes qui pèsent sur les dérivés canoniques sont relâchées dans la morphologie évaluative. Et en particulier, j'ai montré que dans les procédés qui sont exclusivement ou typiquement évaluatifs, des contraintes comme la fidélité basse dérivée ou la stabilité des exposants sont plus facilement violées. Et je pense qu'on peut mettre ça en parallèle avec le relâchement de contraintes sémantico-catégorielles qui pèsent sur la dérivation canonique, et avec le fait que l'enjeu dans le cas de la morphologie évaluative n'est pas de construire un lexème qui est une fonction de dénomination et qui en même temps établit une redondance avec une lexique attestée, commune, existant, etc. Est-ce que j'ai encore 4 ou 5 minutes? Oh, largement. Ok. Les autres aussi? Nous, on suit notre chef suprême. D'accord. Du coup, je bois un petit coup. Il y a d'autres contraintes qui ont été établies ou proposées, en plus des contraintes purement phonologiques, qui sont par exemple des contraintes d'homogénéité de famille et de série, donc de contraintes qui assurent ou qui font en sorte qu'il y ait plus, que les mots d'une même famille ou d'une même série, par exemple, soient les plus reconnaissables possibles comme appartenant à la série et la famille, donc soient les plus semblables possibles, pour aller vite. Et donc, dans cette structuration du lexique en famille et en série dont j'ai parlé, le remplissage des familles et des séries est rarement, sinon jamais, exhaustif. C'est-à-dire que si vous prenez tous les dérivés possibles à partir d'un mot, par exemple, ils ne seront jamais tous attestés. Et en fait, l'actualisation de lexème possible dépend de facteurs qui ne sont pas uniquement morphologiques, qui sont en partie aléatoires. Et parmi ces facteurs avec un C, pardon, il y a le blocage lexical. Donc, si j'ai déjà le mot vendeur, je ne vais pas avoir un autre dérivé qui désigne la même chose, par exemple, sauf cas particulier. Et ce blocage est, entre autres, dû à la concurrence entre schémas morphologiques, entre procédés morphologiques, qui conduit sur le long terme au fait que le système se structure lui-même, par exemple, en réservant certains suffixes, certaines constructions à certains types de sens. Voilà, et bon, ça, celle de la concurrence morphologique est quelque chose qui a été pas mal discuté à partir des travaux d'Aronoff dans les dernières années. Donc là, j'ai pris un exemple que je montre à mes étudiants pour le montrer. Voilà, à partir de quelques noms d'animaux en français, les dérivés qui sont attestés et pas attestés dans le TLF, je pense, TLFI. Voilà, donc ça montre bien que les familles et les séries sont rarement complètes dans le lexique attesté. Bon, après, on peut évidemment discuter qu'est-ce que le lexique attesté veut dire. Hein. Il y a certainement des mots qui sont plus ou moins rares que d'autres dans ce tableau, mais bon, disons, ça c'est un peu l'image que l'on aurait si on fait une photo du lexique en essayant de voir ce qui est attesté en fonction des différentes familles. Et je me suis en fait amusé à faire le même. Bon, là c'est vraiment très petit, mais de toute façon c'est en italien, donc c'était juste pour vous montrer que je me suis amusé à faire la même chose avec des suffixes ou des séquences de suffixes qui sont plutôt des diminutifs, donc dans le pôle négatif, soit dimensionnel, soit qualitatif. Il y a une certaine superposition entre l'affectivité et la diminution. Pour deux mots assez courants en italien, qui sont cane, et donc chien, et casa, maison. Et en fait, bon, j'ai un trou, j'avoue, mais dans Ituac, donc le correspondant italien de FR-Watt, j'ai trouvé des exemples de chaque séquence de ces bases-là avec le suffixe en question, ou la séquence de suffixes. Par exemple, etile, ouais, c'est plutôt une séquence de deux suffixes. Ce qui montre bien que les mêmes contraintes de, par exemple, blocage lexical pèsent
ne pèsent pas ou pèsent de manière différente sur les dérivés évaluatifs. Donc, j'en conclus. Je pense que l'on peut dire que la morphologie évaluative n'est pas soumise non plus aux mêmes contraintes sur la formation des séries qui pèsent sur la morphologie canonique. Et que dans ce cas, la dynamique principale n'est pas la concurrence entre schémas avec d'éventuels blocages et des effets de fréquence plus ou moins importantes, mais la co-occurrence, donc que ce soit la co-occurrence paradigmatique, comme dans les exemples que j'ai mis tout à l'heure, où la même base peut apparaître avec différents suffixes pour faire la même chose, soit la co-occurrence syntagmatique. Et effectivement, dans les ouvrages qui traitent de la morphologie évaluative, on trouve souvent l'observation que les affixes évaluatifs, à la différence des affixes canoniques, sont récursifs, ils peuvent se combiner entre eux, etc. Et donc, j'ai pris des exemples, toujours désolé, c'était plus facile pour moi, l'exemple italien, qui est d'une part la langue que je connais mieux, et d'autre part une langue qui a une morphologie évaluative beaucoup plus riche que le français. Donc voilà, là j'ai un exemple donc, de quelqu'un qui sur Internet parle de Fiat, qui dit qu'elle fait des voitures qui sont peut-être bonnes, mais un petit peu moches. Donc brutterelline, il y a 3 suffixes d'affilée, des séquences de préfixes ou des cas de séquences plutôt syntaxiques. Hein. Donc là, il dit Francesco, il est bon, il essaye, il réessaye et super essaye, pour ainsi dire. Et bon, ça montre aussi une réutilisation d'un préfixe, plutôt considéré comme relevant de la morphologie canonique dans une séquence où il y a de la morphologie évaluative. Je vais conclure. Donc, en reprenant un petit peu ce que j'ai vu, donc la position qui est souvent identifiée comme étant marginale pour la morphologie évaluative, je pense on peut dire quel est le résultat de la tension entre les propriétés sémantiques et fonctionnelles de ces constructions, donc dont le rôle n'est pas de construire des lexèmes qui ont une fonction de dénomination, et le fait qu'elles exploitent, je n'ai pas osé mettre des voix, mais je l'ai mis en italique, les propriétés, les potentialités morphologiques de la langue. Donc, sémantiquement, elle ne construit pas typiquement des lexèmes destinés à être stockés dans le lexique d'une part et qui a une fonction de domination, mais des unités qui caractérisent un concept comme étant non standard. J'ai oublié une partie de ma conclusion. Et formellement, elle exploite, donc, comme je le dis, les potentialités morphologiques des langues, que ce soit via des constructions qui sont propres à la morphologie évaluative, via des exposants qui lui sont propres ou de la réutilisation de constructions et d'exposants dérivationnels. Voilà, en fait, je pense que cette partie, elle était censée ne pas être là. Je voulais l'effacer. Merci beaucoup. Merci.